Place à l'expert. Cet épisode vous est proposé par l'Agence des experts comptables. La fidélisation commence avec ce qu'on appelle le onboarding, c'est-à-dire l'intégration. Et l'intégration, c'est pas seulement le jour J, être là, faire un petit déj. Le premier jour doit être consacré à la prise de contact, à la convivialité, à la prise de repère pour le candidat. Et si on dit pas à un moment au collaborateur, c'est le principe d'un contrat, ce qu'on attend de toi, et en échange, t'attendras de nous aussi, ça va de soi. Mais dans ce cas-là, on est dans le flou. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence Point Expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec des experts dans leur domaine d'activité. Vente, marketing, management, finance et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Grâce aux conseils de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Nolwenn Stéphan, experte en ressources humaines. Fondatrice de Yes We Move depuis 2021, elle s'est donné la mission de démystifier le monde du travail en réconciliant candidats, employeurs et de contribuer à l'attractivité de sa région qu'elle adore. Elle propose ses compétences aux dirigeants de TPE, PME et accompagne également des candidats et salariés à construire le chemin pour décrocher le job de leur rêve. Son mot d'ordre, remettre l'expérience candidat, collaborateur au centre. Écoute Nolwenn, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Avec plaisir. J'ai souhaité ta participation à Place à l'expert pour nous donner tes conseils, tes astuces pour améliorer l'intégration des nouveaux collaborateurs au sein de nos entreprises. Pourquoi ? Pour diminuer le turnover et donc améliorer la croissance, notre croissance. En effet, depuis le Covid, le comportement des collaborateurs a changé face au travail. Des milliers de personnes quittent leur emploi pour d'autres opportunités ou même pour changer de vie. Question, pourquoi ces collaborateurs quittent nos entreprises ? D'après une étude réalisée auprès de plus de 30 000 personnes, ils indiquent rechercher une culture d'entreprise, le bien-être dans leur entreprise, le côté un peu équilibre vie pro, vie perso, le sens de son travail, de leur travail dans l'entreprise, la flexibilité et le télétravail, le nombre aussi de congés payés. Autre élément aussi intéressant de ces démissions, c'est le côté générationnel. La génération Z, ce sont les personnes qui sont nées entre 1996 et 2010, soit les moins de 25 ans, participent à cette vague de démissions à hauteur de 52%. Contrairement à la génération X, qui sont ceux entre 40 et 60 ans, qui participent à ces démissions à hauteur de 35%. Alors, comment fidéliser ses collaborateurs dans un contexte aussi concurrentiel ? Comme tu l'as compris, Nolwenn, on a besoin de tes conseils, on a besoin de tes lumières pour comprendre comment fidéliser nos collaborateurs au sein de nos entreprises. Comment tu souhaites aborder cet épisode ? Alors, j'aime beaucoup ce challenge de comment fidéliser les collaborateurs. Moi, en fait, j'ai un credo avec Yes We Move qui est mettre l'expérience collaborateur au centre. Et c'est un peu comme ça que je vois les choses de manière assez pragmatique dans l'accompagnement des dirigeants que l'on fait avec mon associé. C'est OK, on a passé des mois, peut-être, de longs mois, à identifier la perle rare. On a investi de l'argent, on a investi du temps, etc. Et la fidélisation commence à partir du moment où le collaborateur a dit oui à notre offre d'emploi, finalement. Et c'est ça, peut-être le message clé et le déroulé aussi, c'est-à-dire que la fidélisation et l'embauche, le process de recrutement ne s'arrête pas à OK, il a dit oui. Comment on va s'assurer de garder un lien entre le moment où il a dit oui et le moment où il va arriver? Comment on va préparer le jour J? Parce que la première impression, mais comme dans un contact commercial, est essentielle quand il va pénétrer dans l'entreprise. Et comment on va assurer un suivi les premiers mois pour faire en sorte que le collaborateur se sente bien, confirme qu'il va rester et qu'on lui ait donné tous les moyens d'être performant. Et ces différentes étapes, et je donnerai volontiers quelques outils, quelques idées de comment je vais mettre tous les moyens, moi, en tant que manager, pour faire en sorte que mon talent
il confirme qu'il veut venir, il arrive, il soit performant et il décide de rester. Et ensuite, on parle de fidélisation sur plusieurs années. Ça, c'est un autre sujet qu'on pourra aborder. Voilà, finalement, de manière assez cadencée, parce que la fidélisation commence avec ce qu'on appelle le onboarding, c'est-à-dire l'intégration. Et l'intégration, c'est pas seulement le jour J, être là, faire un petit déj. Et c'est ça qu'on va peut-être pouvoir partager ensemble. Quand tu dis il dit oui, c'est au moment où en fait il valide en fait qu'on valide ensemble l'employeur et le collaborateur que c'est bon, on valide que le deal est fait, on part ensemble, c'est ça? Exactement. Alors qu'on le formalise par une promesse d'embauche, un contrat ou pas, mais le point alors, je veux pas être pessimiste ni alarmiste, hein, mais il y a des fois où on signe un contrat, puis entre-temps, on est contacté par un autre employeur qui a, des belles lumières et qui nous attire. Et si j'ai pas eu de contact, pendant 3 mois avec vous, en l'occurrence avec qui j'avais signé un premier contrat, bah, je peux ne pas arriver le jour J parce que j'aurais été séduit par quelqu'un d'autre. Et c'est ce principe de la séduction. C'est un peu dommage, comme dans une séduction amoureuse, finalement, on a passé des mois peut-être à vouloir apporter du chocolat, des fleurs, etc. Et puis le jour J, le jour du rendez-vous, le soufflet tombe et il y a personne. Bah, il y a peu de chances que la relation perdure. Et c'est exactement cette idée. Une séduction, c'est un processus qui doit sans arrêt être alimenté. Et bah, c'est la responsabilité de l'employeur et du manager cette relation-là. D'accord, OK, ouais. Juste une parenthèse, est-ce qu'il faut répondre à toutes les demandes de candidature? Alors c'est marrant, c'est je vais répondre en tant que RH qui a vécu des centaines de candidatures dans sa boîte mail. À l'heure actuelle, les candidats attendent d'avoir une réponse personnalisée. C'est clair. Il y a plus de 90% des candidats qui estiment ne pas avoir de réponse. Et lorsqu'on est une entreprise peut-être un peu plus grande, on a des réponses automatiques. Mais ça, les candidats, en termes d'expérience candidat, n'estiment pas que c'est une réponse. Parce que maintenant, tout le monde l'a finalement. Donc, ce qu'il y a, c'est que quand on a beaucoup, beaucoup de candidatures, c'est difficile de faire une réponse personnalisée à tout le monde. Donc, la base pour te répondre, une réponse automatique à tout le monde. Oui, j'ai bien reçu votre candidature. Au pire, sans réponse de votre part, de ma part, ça veut dire qu'on va pas plus loin. Bon. Par contre, la règle, mais celle-là, elle est pas négociable finalement de mon point de vue, c'est quand on a reçu un candidat, quand il y a eu un contact, quand on a eu un contact téléphonique, dans ce cas-là, c'est une réponse personnalisée. Ça, c'est le point sur lequel on ne peut pas transiger à l'heure actuelle, parce que le candidat, c'est un réseau, il va parler de nous, parce que le candidat qu'on a refusé, peut-être qu'on aura besoin de lui dans quelques mois, et puis tout simplement, ça fait partie du respect mutuel. En fait, il faut penser à la suite, en fait. Ouais, et complètement. Toujours penser à la suite, aussi bien le candidat que le manager ou le RH. Ben, on ne sait pas ce que ce sera le futur. Et moi, ça m'est arrivé de retrouver des candidats 2 ans après, mais parce que peut-être cette fois-ci en particulier, je lui avais fait un retour, mais il avait gardé une bonne image et donc il est revenu. Et c'est ça. Et oui, oui. Donc toujours garder on peut appeler ça la marque employeur. Ah mais ça fait partie effectivement de la marque employeur et peut-être même de la promesse employeur de: «Je vais vous traiter avec respect» et on ne peut pas professer des choses sans les appliquer. OK, ouais. Alors donc, pour, continuer sur cet épisode, donc la personne en fait donc, on valide le deal, on valide le contrat de travail. Donc là, on appelle ça l'onboarding. L'onboarding, c'est quoi? C'est le premier jour ou c'est le deuxième jour? Comment ça se passe? C'est quoi? C'est une semaine? C'est période d'essai? L'onboarding, comment tu peux le définir? Alors l'onboarding, donc c'est le parcours d'intégration, ça commence, à partir du moment où le candidat, j'insiste, a dit oui et ça se terminera quelques mois et selon moi, en gros après la période d'essai. Quand on se dit: «OK les gars, on reste ensemble» et c'est vrai que l'onboarding, alors c'est déjà bien. On pense au jour J, OK, il faut un petit déj, on mange ensemble, on est disponible. OK, mais ça ne suffit pas. C'est pas, simplement le jour J et c'est ça le message principal. Ça se prépare, donc ça demande d'anticiper et dès, tous les contacts qu'on pourra garder avec le candidat. Alors ça veut pas dire le harceler, parce que sinon il va finir par fuir, mais bah, voilà, on a 3 mois de préavis de l'autre côté peut-être ou même 2 mois. Lui envoyer 15 jours après: «Hey, on t'attend», envoyer une photo de l'équipe par exemple, ou un petit coup de fil ou un SMS, «Voilà ce qui est prévu pour toi, 2 jours avant, on t'appellera pour dire vraiment comment ça va se dérouler, mais on est pressé que tu arrives». Créer une connexion finalement entre nous pour dire: «C'est toi qu'on attend, personne d'autre». Et si on n'a pas le but n'étant pas de vendre du rêve, parce qu'il faut que ça se passe le jour J,
mais à minima un contact. Envoyer un mail, voilà ce qui t'attend. Un SMS, appelez-le, tiens, on t'attend, on est pressé que t'arrives, on est déjà en train de s'organiser. Et ça, tu conseilles quoi, 2-3 jours avant, c'est ça, l'arrivée, quoi? C'est ça, 2-3 jours avant, lui dire ce qui va se passer. Et si le préavis est long, un bon mois avant. On peut en profiter pour créer du lien, mais aussi pour, pourquoi pas, évincer ou prendre de l'avance sur le côté administratif. Envoyer la promesse d'embauche au contrat, envoyer des éléments de, voilà, dans ton package, il y a la mutuelle, la prévoyance, on t'envoie quelques éléments, prends le temps de les regarder, si tu as des questions, on est là. Voilà, ça peut aussi rassurer certains candidats de prendre du temps là-dessus parce que le jour J de l'arrivée, le but n'est pas de l'enfermer dans une salle en disant, voilà, tout le règlement intérieur, le truc, le machin, prends connaissance et on en parle après. Le premier jour doit être consacré à la prise de contact, à la convivialité, à la prise de repère pour le candidat. Donc, ce qu'on peut donner avant sans surcharger, on le donne. En fait, si je comprends dans ton processus, c'est, tu rassures en fait le collaborateur sur le choix qu'il a fait de venir dans cette société avant qu'il arrive et au moment où il arrive et après, on va en parler à la suite. OK, ouais, donc avant, c'est hyper important. Donc quand tu dis: «Le onboarding commence quand on a dit oui», donc avant que le collaborateur arrive. OK, ça marche et une fois qu'il est arrivé, comment ça se passe? Une fois qu'il arrive, l'objectif va être de faciliter ses premiers pas. On se souvient, on est tous passés par là, on arrive dans un nouveau collège en 6e ou au lycée, on arrive, on connaît personne, on connaît pas les lieux. Le flou crée l'anxiété potentiellement ou crée des attentes, des interrogations. Et le but va être de pouvoir donner des repères pour, encore une fois, confirmer l'a priori positive que le candidat avait avant d'arriver. Donc, on va tout faire pour te confirmer. Là, ça veut pas dire mettre des ballons, des cotillons partout, quoique c'est possible selon les cultures d'entreprise, mais c'est se dire, on t'attendait, welcome, t'es le bienvenu, et voilà ce qui va se passer aujourd'hui pour toi. OK, j'ai une question à te poser par rapport à ça. Est-ce que le manager ou le dirigeant, en fonction des différentes tailles d'entreprise, doit se prendre 1 heure, une demi-journée, la journée avec, son arrivant? Alors c'est intéressant, comme question, parce que c'est là où on touche, le principe de réalité. C'est-à-dire que parfois, et moi j'ai accompagné des entreprises, où on se dit: «On va faire ça, tiens, on va prévoir le dirigeant». Ouais, mais concrètement, si le jour J il est pas disponible, ce qui s'entend parce que les agendas sont pleins et cetera, là il y a une grosse déception, il y a un trou aussi dans l'agenda. Donc soyons réalistes, de mon point de vue. À minima, le manager, il doit être là, parce que c'est il intègre quelqu'un dans son équipe. Donc ça, c'est planifié pour l'accueil, le petit-déj, le déj, ça se prévoit en fonction des habitudes aussi dans l'équipe. Le dirigeant, s'il peut passer, tant mieux, mais il faut que ça soit possible. Si c'est pas dans les pratiques, si, il passe son temps en déplacement, on fait sans et on le trouvera un moment dans les 15 premiers jours, par exemple. Et le point, c'est appuyons-nous sur l'équipe. C'est-à-dire qu'à moins qu'on soit un solo, entrepreneur avec, son Ouais, c'est premier ce que embauché, j'allais mais dire, en fonction de la taille de l'équipe, ouais. Mmh. en fonction de la taille de l'équipe, mais même si on a 1 ou 2 personnes dans l'équipe, mobilisons-les, sur plusieurs choses. Parce qu'en tant que manager, on est parfois un peu seul. On doit gérer le temps, l'intégration, vérifier que le collaborateur va bien et cetera. On a une équipe, pourquoi pas prendre, 2 jours avant, un petit moment, bon, qu'est-ce qu'on prévoit pour lui? Je peux compter sur vous, on est là tous au petit-déj, est-ce que quelqu'un peut lui expliquer les outils et cetera? Ce qui fait que, manager, moi j'y consacre du temps, c'est normal, ça fait partie de mon job, et puis j'ai investi suffisamment en recrutement pour vouloir miser sur la réussite, mais en même temps l'équipe peut jouer un rôle toujours dans cette optique de 2 objectifs. Créer de la convivialité, donner envie, et puis ensuite créer les conditions de la performance, à long terme. Donc les mobiliser en avant, ils ont des idées, ils ont du temps aussi, on peut leur demander d'intégrer, pour faire en sorte que le jour J, on mette le paquet et de manière, proportionnée à qui on est, effectivement. Il y a des entreprises qui proposent, en fonction de la taille toujours de l'équipe, d'être, un parrain pour les nouveaux rentrants. Est-ce que ça, tu trouves ça en fait, pertinent dans l'approche? Et si oui, en fait, c'est le parrain, c'est quoi? Il est là pendant 1 semaine, le moment du contrat, le moment de la période d'essai, ou il est là parrain pendant toute la vie de l'entreprise? Ça fait long toute la vie, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de volontaires supplémentaires. Non, je trouve ça très bien qu'on appelle ça un parrain, un mentor, peu importe le terme. Un parrain, ça va être quoi? Ça va être quelqu'un, parrain ou marraine, peu importe, qui va, être volontaire, c'est le premier point, et qui va aider, le nouveau à comprendre les codes de l'entreprise. Il y a pas de lien hiérarchique,
dans l'idée. Donc, c'est-à-dire que je vais oser poser mes questions parce que je vais pas être évaluée. Comment ça, t'as pas encore compris ça? C'est bizarre. Et pouvoir poser toutes les questions, il va me donner des codes. Tiens, généralement on se retrouve à la machine à café à telle heure. Là, attention, vaut mieux pas aller le voir lui à tel moment de la journée parce qu'il est plutôt grincheux tant qu'il a pas pris son café. Plein de petites choses qui vont faciliter les premiers pas. Et pour te répondre, ça c'est à définir aussi en fonction des habitudes et toujours qu'est-ce qu'on veut y mettre et qu'est-ce que veut le parrain en question. Si on lui dit tu t'engages pour 3 mois, c'est peut-être ça peut lui faire peur. On peut dire écoute, on te donne les 15 premiers jours, le premier mois et ton objectif, par contre, être clair sur l'objectif. Ça serait bien que tu lui expliques comment on fonctionne, ça serait bien que tu lui expliques ton métier et tu sois disponible assez régulièrement ou tu le vois une fois par semaine. On peut même aller jusqu'à prévoir des créneaux, pourquoi pas, pour que le parrain sache ce qui est attendu de lui et que le parrainé sache quelles questions et qu'est-ce qu'il peut faire avec ce parrain. Ouais, créer des moments de tête-à-tête. C'est ça, des moments de tête-à-tête, formels ou informels, en fait. Et ce qui est intéressant, à la fin, c'est de donner la parole aux deux pour boucler. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça, il n'y a pas besoin de faire un rapport en 10 pages. Mais ça permet à la fois aussi, ça c'est l'effet qui se coule, de valoriser le parrain aussi. Merci. Et qu'est-ce que toi, ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu as pu apporter au nouveau? Parce que le parrainage, c'est ça que ça permet, de valoriser aussi l'équipe. Quand on va voir quelqu'un en disant, écoute, je te vois bien parrain 2, t'inquiète pas, ton rôle, ça va être ça, c'est faisable, je compte sur toi. Et ça valorise la personne je t'ai choisi toi, finalement. Donc là, en acte managérial, c'est du plus, très clairement. Donc c'est un des outils que moi, je trouve très utile, peu importe la taille de l'entreprise, on est 5, il y a un parrain nommé, la prochaine fois, ce sera un autre. Ouais, ça tourne, ouais, bien sûr. Ouais. Ok, c'est clair. Donc là, on est dans les débuts en fait de cette, on va dire, dans les premiers jours de cet arrivant. Quel code en fait on doit respecter pour justement que cette personne se sente bien en fait dans cette entreprise? Alors, plus que des codes, ce serait davantage des bonnes pratiques, parce que après, j'ai ma vision, mais on s'adapte à chaque structure bien sûr. Moi, ce que je trouve utile, donc effectivement le parrainage. Et l'idée de donner de la visibilité, on revient à ce qu'on disait, le syndrome de premier jour d'école, de la visibilité aux nouveaux collaborateurs sur ce qui va être attendu de lui et ce qui va se passer. Ça peut toucher aussi bien les objectifs. Tu vas avoir des objectifs, on va se retrouver dans 3 mois pour la période d'essai. Et donc, c'est ça que j'attends de toi dans les premiers pas aussi. Évitons la fin de je t'attendais là-dessus, zut, t'étais pas au courant. Et là, dans ce cas-là, le mariage est en quelque sorte un peu consumé. Donc, une clarté sur ton poste consiste en ça, des objectifs simples, pas non plus, on vise pas la lune, mais qui sachent sur quoi mobiliser ses efforts. Et toujours dans l'idée de visibilité aussi, c'est pourquoi pas faire un planning même allégé des 15 premiers jours du premier mois en disant voilà, première semaine tu vas aller rencontrer un tel, la deuxième semaine tu as telle formation qui est prévue et on fait un bilan dans un mois. Pour que c'est à la fois de l'inconscient mais aussi du conscient, je sache ce qui est attendu de moi, je sais que je suis suivie et on me donne des signes que on a mis les moyens et je suis bien accompagnée parce que dans un mois, en plus, on va faire un bilan formel, informel, on prendra un café ou c'est un rendez-vous qui est fixé dans l'agenda. Mais ça permet de se projeter et d'avoir le message inconscient de « ouais, on s'est occupé de moi ». Et on en est toujours là dans la période d'intégration. Donc, tu vois là, finalement, il y a... surtout dans des structures, on va dire à taille humaine, t'as pas forcément un RH qui mène tout parce que il y en a pas besoin en fait dans la structure. Et on peut avoir peur quand on met un processus d'onboarding en place. Déjà, processus onboarding, ça peut faire peur rien que les deux termes. On se dit tiens voilà, ça va être long et fastidieux. Mais il y a quelques outils simples qu'on vient déjà de parcourir. Je vais en proposer un dernier, à savoir garder contact. Ça peut être un mail avant l'arrivée de la personne, une checklist le jour J pour préparer le jour, comment ça va se passer, trouver un parrain, lui dire tiens, ton rôle c'est ça. On parle aussi de livret d'accueil. Ça te parle ça, livret d'accueil? Livret d'accueil, oui. Livret d'accueil, c'est quoi? C'est un document digital ou pas qu'on met à disposition avec des informations de base nécessaires au collaborateur quand il arrive, avec le qui fait quoi, avec l'organigramme, avec les valeurs de l'entreprise, etc. C'est bien, et il y a plein d'entreprises qui le font, mais il y a plein d'entreprises qui le font. Là, c'est très personnel ce que je veux dire, qui ne le font pas et ça se passe très bien aussi. Parce qu'un livret d'accueil, ça prend un peu de temps à mettre en place.
choisir les mots qu'on va mettre par écrit, comment on écrit nos valeurs, est-ce qu'on met à jour l'organigramme ou pas. Et c'est pour ça que dans les outils, on va dire simples de base que moi je préconise, c'est pas forcément indispensable. Ça viendra quand on sera peut-être plus mature et si on a quelqu'un dans l'équipe qui est prêt à rédiger, à préparer, à mettre à jour ce document. Parce qu'un livret d'accueil qui date d'il y a 2 ans, bon, l'effet est plus négatif que positif. Donc oui, mais peut-être en step 2 finalement, selon moi. Par contre, en step 1, un kit d'accueil dans ce cas-là, que quand il y a le bureau, si on est sur un bureau ou peu importe, avec ton mug, avec le stylo et le bloc-notes de l'entreprise, avec ton ou des goodies ou ton uniforme, enfin les éléments qui seront nécessaires pour ton poste de travail, ton PC par exemple, mais qui fait que ben voilà, ça c'est ta place où on t'a attendu avec un petit mot de Ton l'équipe. environnement. Exactement. Et un petit goodie si en lien avec l'entreprise, avec notre activité, un petit bonbon parce que l'équipe ou une tablette de chocolat parce que l'équipe est très gourmande, des petits clins d'œil en effet. Ça ne demande pas un budget énorme. Et là, il y a un effet immédiat en tout cas. Est-ce que dans ces moments-là, en fait, c'est important d'aller aborder le fameux sens? En fait, quel est ton rôle dans l'entreprise? Quel est le sens que tu vas contribuer? Parce que sur des épisodes précédents qu'on a pu faire avec d'autres experts, on se rendait compte qu'il y avait que 27% en fait des salariés qui qui comprenaient le sens de leur impact, de leur travail dans l'entreprise. Et ça, c'est bon, sens, culture, etc. D'accord, mais à quel moment en fait je vais vraiment indiquer ces informations aux nouveaux en fait à l'arrivant? Alors, dès les premiers jours, je reviens à la notion alors période d'essai, c'est la formalisation, mais d'objectifs. Les objectifs, encore une fois, c'est pas forcément que des objectifs de performance faut que tu atteignes, allez, dans 3 mois, tu es à 30% de chiffre d'affaires en plus, etc. Mais les objectifs, ça permet quoi? Ça permet aussi de s'entendre sur ton rôle. Et les objectifs, ça peut être des objectifs liés au poste, mais aussi des objectifs dans 3 mois, je veux que tu aies rencontré tout le monde, parce que pour moi, c'est important et là, on commence à y mettre du sens aussi, par rapport à la fonction. Ça peut être du quali, du quanti, peu importe. Mais ça, on a parfois, moi je rencontre des managers ou des employeurs qui ont parfois du mal à les définir de manière claire, soit parce qu'ils veulent pas s'imposer, soit parce qu'ils savent pas comment les définir. Mais si on dit pas à un moment aux collaborateurs, c'est le principe d'un contrat, ce qu'on attend de toi, et en échange, t'attendras de nous aussi, ça va de soi. Mais dans ce cas-là, on est dans le flou. Ça, c'est le premier point. Dès les premiers jours, c'est important, selon moi, de le clarifier, quitte à dire, globalement, on t'attend là-dessus. On ira un peu plus dans le détail dans 10 jours. Pas grave, mais donner la vision. Et ensuite, le sens, moi, je trouve ça important de ce qu'on fait dans l'entreprise, nos valeurs, le pourquoi on fait tout ça. Ça va peut-être pas être dès les premiers jours. Ça fait beaucoup de choses. Et avoir un discours en quelque sorte, soit ça va être des petits indices qu'on va nous donner et on va s'imprégner de l'entreprise, mais c'est pas un discours formaté à avoir dès les premiers jours, de mon point de vue. Il va se faire son idée en arrivant. Et par contre, le rôle du manager va être d'assurer un suivi régulier. Toujours soit informel, soit formel. Et à un moment, au bout de quelques jours, 1 ou 2 semaines, de dire, voilà, poser la question, qu'est-ce que tu as compris de ce qu'on faisait? Est-ce qu'il y a des points sur ton rôle qui sont pas clairs? Dans ce cas-là, on en discute. Mais que ça soit un dialogue plutôt qu'un discours descendant qui serait l'équivalent de lire justement dans un livret d'accueil, tiens, Oui. voilà. C'est ça. C'est On est sur un échange. On est sur un échange. Et surtout, dans ce suivi régulier entre le collaborateur et le manager, laisser la place aux questions et donner le moment, t'en es où? Qu'est-ce qui est clair ou pas pour toi? Et faisons confiance finalement au collaborateur de s'exprimer. Tiens, là, il y a un truc qui est pas clair. Voilà. Ouais, c'est lever les zones d'ombre pour pouvoir avancer, en fait, qu'il ait tous les repères pour être très clean sur où il doit aller, qu'est-ce qu'il doit faire. Ok, ouais, je comprends. Ouais. Et il aura son parrain sur lequel s'appuyer au quotidien pour poser toutes les autres questions si besoin. Et c'est ça, ouais. Ok, ouais. Ok. Il y a d'autres astuces qui seraient importantes de savoir? Alors moi, peut-être un des outils, alors pour rester sur le côté outil, mais finalement ça a du sens aussi, c'est en fin de période d'intégration, parce qu'on a parlé du avant, pendant les premiers pas dans l'entreprise. La fin de période d'essai qui est un moment important aussi, mine de rien, lorsqu'il y en a une bien entendu, donc passer entre 1 et 3 mois, c'est finir par un feedback.
C'est-à-dire, on peut le formaliser, par exemple, sous forme d'un rapport d'étonnement. Alors, rapport d'étonnement, encore une fois, c'est un terme qui peut freiner. Mais c'est l'idée, finalement, de se poser, de prendre ce temps-là. C'est toujours dans cette idée d'échange. Avec son collaborateur, on prend une demi-heure, 1 heure, il prépare en amont. Mais le fait de se dire, ben voilà, ça fait 3 mois que tu es là. Qu'est-ce que tu as trouvé positif? Qu'est-ce que tu attendais? Est-ce que ça correspond à ce que tu voulais? Est-ce que le parrainage a été utile ou pas? Mais avoir ce dialogue-là, à la fois pour plusieurs choses. Ça permet de se dire, bon, on est bien où il y a encore des zones d'ombre à éclaircir, où il y a des points qui ne conviennent pas. J'ai jamais été formée là-dessus, j'en ai besoin. Ok, ben on va trouver. Et donc valoriser ce qui a été bien fait. On a besoin en fait à un moment de se faire du bien, tout simplement. Ça je l'ai bien vécu, tant mieux. On revient sur l'expérience collaborateur et identifier s'il y a des axes d'amélioration, à la fois dans la relation avec le collaborateur, mais à la fois dans le process global pour faire en sorte que le prochain nouvel arrivant, ben, on améliore les choses. Et c'est c'est pour ça qu'on parle de processus. Ça nous permettra de s'améliorer et in fine aussi, bah, de célébrer et collectivement. Ça, c'est le point. Bah, ok, période d'intégration réussie. Et on peut même aller jusqu'à communiquer là-dessus. On peut en faire une stat si on en a, on va dire régulièrement. Sur un 10, ton intégration, combien tu la notes? Et de faire une stat qu'on communique sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. En termes de marque employeur. Et voilà, chez nous, 95% des nouveaux arrivants sont satisfaits. C'est génial. C'est génial. Mais ouais, bah, c'est clair. Ça donne une bonne image, ouais. C'est clair. Et, Ok, et ouais. on vient sur le témoignage de la réalité du vécu, encore une fois. Qu'est-ce que veulent les candidats? On revient sur le début. Ben, avoir une confirmation que l'expérience collaborateur est positive dans l'entreprise. Donc, quand on a des éléments comme ça positifs à communiquer, ne nous en privons pas. En fait, là, au bout du compte, sur cet épisode, on parle beaucoup d'expérience collaborateur, en fait. On a l'expérience client d'un côté, mais là, on a le parcours collaborateur. Bon, là, on s'arrêtait à la partie onboarding. Comme tu l'as dit en début d'épisode, je pense on peut aller chercher d'autres épisodes sur la partie après comment fidéliser les collaborateurs qui sont là depuis quelques temps. Mais sur cette partie onboarding, c'est très intéressant. Si tu aurais le mot de la fin, ça serait lequel? Finalement, peut-être pour revenir sur le terme de fidélisation, l'onboarding, l'intégration, c'est un peu comme l'art de fidéliser les collaborateurs pour qu'ensuite ils puissent devenir nos ambassadeurs en interne mais en externe. Donc, une importance à... Ça soit une synergie, en fait. C'est une boucle vertueuse. Et ça prend pas tant de temps que ça. Et de mon point de vue, il vaut mieux être simple, cohérent avec qui on est aussi, et pour pouvoir être efficace. Pas besoin de soulever tous les outils, les processus les plus compliqués. Quelques points clés qu'on aura définis, mais qu'on fait, et sur lesquels on pourra ensuite communiquer en interne et en externe. Ok, ouais. J'ai une dernière question pour finir cet épisode. Aujourd'hui, en intro, je disais que ce que recherchent en fait ces nouveaux collaborateurs, ces collaborateurs, c'est de la flexibilité du télétravail. Comment tu gères cette notion de télétravail, de distanciel? Parce que les plus anciens n'ont pas forcément l'habitude de ça, en fait, du télétravail. Et donc, souvent, le retour qu'ils me disaient, c'est ouais, mais il est chez lui, il travaille pas, quoi. Donc, la question, c'est comment toi, en fait, si demain, je sais pas, dans une entreprise de 5 jours par la semaine, il y a 1 journée ou 2 jours de télétravail, comment tu l'amènes, tu le mets en avant côté à la fois employeur et côté collaborateur pour que tout se passe bien, parce que en fait, il va passer un tiers de son temps en fait pas dans l'entreprise. Je reviens sur peut-être la notion de promesse employeur, et je vais dérouler derrière. Soyons clairs sur ce mode de fonctionnement-là. C'est-à-dire, dès l'annonce, dès le processus de recrutement, nous, il y a du télétravail, ce qui est beaucoup demandé par les collaborateurs, donc ça devrait bien se passer, mais qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Que ceux qui viennent dans l'entreprise, ce soient ceux qui sont intéressés et qui se sentent capables d'eux. Déjà, ça évitera les désillusions ou d'éventuels problèmes. Et après, mais là, c'est plus en termes de management, c'est des modes de fonctionnement, peut-être des rituels à trouver pour faire en sorte de garder le contact et comme tu me le disais toi en amont de cet épisode, d'avoir des points de rencontre pour on en est où,
Si j'ai besoin de quelque chose, on en parle. Mais télétravail veut pas dire je suis coupée de tout, loin de là. Surtout si c'est ce qui se passe dans la plupart des entreprises, on s'arrête 1 ou 2 jours de télétravail, on garde le lien social quand on est en plus en physique et de garder la possibilité d'échanger, de se faire des points d'étape. Ça fait partie du boulot. On est au boulot aussi en télétravail. Donc, lorsqu'il y a besoin, fixer des règles, mais des règles qui peuvent être des rituels finalement assez simples au moment du démarrage de la journée, etc. D'expérience, ça se passe plutôt bien dès lors que, effectivement, il y a ces quelques codes à trouver ensemble et en tout cas à partager. Il faut les communiquer. Si ça commence à dériver, on en parle et on recadre. Ouais, faut la pas communication dans le télétravail reste essentielle de pouvoir avoir ce dialogue et on revient encore une fois à cette expérience collaborateur. Ouais. Si je comprends bien en fait sur cet épisode, c'est que vous en tant que dirigeant, il faut prendre du temps. Si vous n'avez pas de manager par rapport à la taille de votre entreprise, du temps en fait pour permettre à vos nouveaux collaborateurs d'avoir la meilleure expérience. Parce que ce temps que vous allez prendre sera un bénéfice pour votre entreprise, étant donné que cette personne, par rapport à des différents, on va dire, calculs mathématiques, elle ne risque de rester, en fait, dans votre entreprise. Et donc, si elle reste, vous allez gagner, en fait, de l'argent. C'est logique. Si elle part, automatiquement, vous avez recruté que c'est plus compliqué, quoi. Et je tiens aussi à faire juste un petit focus sur la partie apprentissage. Beaucoup me disent, je vais prendre un apprenti, comme ça, il va me gérer ci, il va me gérer ça. Attention. C'est un étudiant en apprentissage, ou une étudiante d'apprentissage, peu importe. Mais il est là pour apprendre. Il n'est pas autonome, comme un collaborateur qui aurait déjà de l'expérience. Donc, ça va vous prendre aussi beaucoup de temps au début pour le former, pour l'éduquer à la culture de l'entreprise, à la façon de faire, etc. Donc, ne pensez pas, oui, je prends un étudiant en apprentissage et de suite, en fait, ça va rouler, quoi. Non, il faut du temps. Beaucoup de personnes me disent, je prends un commercial, mais en fait, au bout d'un mois, il fait pas les chiffres. C'est normal. Vous n'avez pas été avec lui en rendez-vous. Donc, comment vous pouvez, en fait, lui le blâmer que derrière, en fait, il n'a pas eu d'accompagnement. Donc, ce que tu dis, je te rejoins, faut avoir du temps. C'est du temps, c'est vrai. Il faut le prendre en compte dans votre agenda. Mais c'est très important pour le quotidien, en fait, de votre entreprise, l'évolution de votre entreprise. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Ouais, je pense que effectivement, et puis on l'a tous fait à un moment ou à un autre, avec le regain de l'alternance, de prendre des alternants et puis se rendre compte que tiens, il faut que j'y consacre plus de temps que prévu. Généralement, on ne le fait pas plusieurs années d'affilée. On en tire une expérience et prendre du temps, oui. Et peut-être 2 choses, c'est anticiper permet aussi de gagner du temps derrière, se dire je le vois 1 fois par semaine, alternant ou nouvel embauché, le mettre dans l'agenda. Ça évitera d'être en situation d'urgence aussi et compter sur l'équipe. Quand on a la chance d'avoir même ne serait-ce qu'1 ou 2 personnes dans l'équipe, on n'est pas seul. Et donner un rôle, ça veut pas dire qu'on est mauvais manager ou mauvais employeur, c'est mobiliser, ça valorise et en plus, ça fait que on est inclus dans une équipe. Et parfois on se freine en disant non, c'est à moi de le faire. Non, on a une équipe qui peut-être ne demande que ça. Donc parlons-en et misons aussi sur le collectif. Donc, si on résume cet épisode en 5 points, je dirais qu'au premièrement, il faut mettre l'expérience collaborateur au centre de notre attention, prioriser le bien-être et les besoins du collaborateur au cœur de l'intégration et de l'expérience professionnelle. Deuxième point, c'est de préparer et anticiper toutes les étapes, donc planifier en amont le processus de recrutement, l'intégration pour assurer une transition fluide et anticipée. Troisième point, c'est de maintenir un contact constant avant le début du contrat, via des échanges, comme on a pu le voir ensemble, Nolwenn, et des informations sur l'équipe, des contacts téléphoniques pour maintenir l'intérêt et l'engagement. Quatrième point, c'est d'accompagner et de mobiliser les collaborateurs, par exemple en attribuant un parrain, organiser des rencontres, voire des formations également. Et puis, dernièrement, c'est de faire un feedback continu entre le collaborateur, alors soit le manager ou soit vous, dirigeant, pour identifier donc les axes d'amélioration pour l'entreprise et pour le nouveau salarié. Merci beaucoup, Nolwenn, pour tes conseils. Merci beaucoup à toi. À bientôt. À très bientôt. Bye bye. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par un expert. Cet épisode vous a plu ? Partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs à faire décoller leur business.
Vous souhaitez proposer ce type de contenu à vos clients pour améliorer leur quotidien d'entrepreneur? Contactez l'agence.expert. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Jackie Vaioni, expert en stratégie. Il nous donnera ses conseils et bonnes pratiques pour définir les étapes d'une bonne stratégie pour le développement de nos entreprises. Si cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye.